La cloche n'avait pas fini de sonner que déjà le garçon pendait, presque cassé en deux, la nuque pliée comme un fil de fer tordu, les yeux blanchis et secs, et dans ses paumes serrées, on lisait des signes tracés au suif, encore humides. Il l'avait trouvé à l'aube, dans le dortoir du troisième, quand l'air sent encore le fer froid et la laine rance. Octobre 1881, la pluie oblique battait les persiennes, et Rouen se réveillait lentement, mais au pensionnat, rien ne bougeait. Le préfet de discipline ouvrit la porte, leva la lanterne, la flamme trembla, et toute la rangée de lits s'aligna comme des dents, draps tirés, couvertures pliées, sauf celui-là, lit numéro 17, Adrien Leclerc, 13 ans, corps raidi, talons nus qui pointaient au bord du sommier. Le premier cri mourut dans la gorge du plus petit, parce que la cire de la lanterne découvrit alors ce détail qu'aucun enfant n'aurait su inventer. 2 disques parfaitement lisses, laiteux, à la place des pupilles, comme si le regard avait été raclé de l'intérieur. Le préfet, M. Vaudin, ne cria pas. Il posa la lanterne sur le plancher, fit reculer les élèves d'un geste, arracha le drap. Dans les paumes d'Adrien, refermés si fort qu'il fallut les déplier phalange par phalange, il y avait de petits signes crochus, tracés à la graisse, qui ne ressemblaient ni à du latin, ni aux chiffres des punitions. 3 traits pliés en angle, une sorte de croix sans tête, une boucle qui se refermait sur elle-même. La graisse sentait le suif et l'autel. Personne ne parla. Le médecin de service qu'on tira du lit au quartier voisin tarda. Les garçons restèrent en chemise, pieds bleus de froid, sur les dalles. On leur interdit de prier à haute voix. On leur interdit de pleurer. Sur l'allée de tilleuls qui menait à la chapelle, la pluie gouttait en chape, et le clocheton suintait. Une sœur vint pour couvrir le visage. On la vit trembler lorsqu'elle posa le voile, car la peau sous la mousseline était déjà trop froide, trop sèche pour un enfant. Elle fit le signe de croix et ne dit rien. Le pensionnat, on l'appelait Saint-Maclou, mais ses murs disaient autre chose. Bâti sur les restes d'une ancienne maison canoniale au milieu des champs, à 2 lieues de la cathédrale, il avait des couloirs qui tournaient plus longtemps que d'ordinaire, des marches qui grinçaient sur la 4e et la 7e, et des fenêtres qui reflétaient, certains soirs, des silhouettes qui ne correspondaient pas à ceux qui passaient. Les garçons le savaient, comme on sait qu'une porte se ferme mieux en la poussant du genou. On ne s'y attardait pas la nuit. Après qu'on eut emporté le corps d'Adrien, les lits furent refaits, les seaux vidés, la discipline resserrée d'un cran. On conduisit les élèves au réfectoire en 2 files, mains jointes dans le dos. Le bouillon fumait, mais peu mangèrent. Les regards glissaient vers les vitres opaques de pluie, et chaque fois que la rafale secouait la gouttière, les plus jeunes sursautaient. On disait déjà « il a dû tomber ». Il s'est étranglé dans les draps, et d'autres, c'est sa poitrine. Il toussait depuis septembre, mais personne n'osait évoquer les signes dans les mains. Le directeur, l'abbé principal, n'était pas encore descendu. Le vice-directeur, l'abbé Delorme, lut la prière du matin d'une voix qui n'attachait pas les mots. « La mort est le salaire du péché », dit-il en refermant le petit missel. Les garçons respirèrent sans bruit. Le pain était trop sec. La soupe avait ce goût de charbon mouillé que donne parfois le haut de pluie. On renvoya la classe de rhétorique vers la salle d'études et la classe de seconde dans la cour, sous le préau. On évita le 3e étage. Au cours de la matinée, une rumeur prit corps sans qu'on sache qui l'avait soufflé. La veille au soir, vers les complis, quelqu'un aurait vu de la lumière sous la porte de la vieille salle de musique, celle qui touche au mur nord
et qui n'est plus utilisé depuis que l'humidité a dévoré la moitié du plafond. La clé d'ordinaire pend derrière le bureau du père économe. Mais ce matin-là, elle n'y était plus. On interrogea le frère portier, qui jura ne rien avoir prêté. On fouilla les poches de trois grands, qui rougiront pour d'autres raisons et ne compriront pas. On fouilla aussi les tiroirs de l'abbé Delorme, avec son consentement outré, sans rien trouver. La clé réapparut à l'heure de midi, posée bien en vue sur le crochet, encore humide, comme si on l'avait rincée. Dans l'étude, les plumes grattaient, mais pas au bon rythme. Le bruit qu'on entendait au pensionnat, d'habitude, était fait de choses ordinaires. Un bâton qui frappe la règle de lecture, un éternuement étouffé, une chaise qui frotte la pierre. Ce jour-là, une note sourde traversait tout. La sensation sale d'un drap sorti trop tard du coffre, l'odeur de suif sous les ongles, de signes qu'on n'a pas le droit de connaître. On rangea les livres de latin plus tôt. On récita les déclinaisons avec des voix trop bas. Il y avait des regards qui ne savaient pas où se poser. Claire, la seule pensionnaire, acceptée exceptionnellement parce que sa tante était lingère du couvent voisin, balayait le couloir du rez-de-chaussée, tête baissée, balai court, mains fendillées par la lessive. Elle n'avait pas le droit de monter au dortoir des garçons. Elle ne vit pas le lit 17. Mais elle sentit l'odeur quand on redescendit le corps. Ce mélange de froid minéral et de graisse chaude, impossible à confondre, qui lui fit penser aux chandelles qu'on écrase du pouce pour éteindre la mèche. Elle se signa en cachette et baissa les yeux encore plus. La sœur portière souffla. « Ne regarde pas, petite », et l'on passa. L'après-midi alla ainsi, à reculons. La pluie s'obstinait. Le vent glissait le long des gouttières comme une corde mouillée. Vers 3 heures, le docteur arriva enfin, moustache trempée, redingote qui fumait de pluie. On l'accompagna à l'infirmerie où le corps avait été posé sur une table, enroulé dans le drap. 2 frères, debout, attendaient, noirs comme des bâtons de réglisse. Le docteur souleva le drap, retint son souffle, posa les doigts sur la mâchoire. On l'entendit dire très bas « Les yeux ». Puis il se tut. Il prit la main du garçon, contempla les paumes, passa son mouchoir sur les signes qui ne partiront pas. De la graisse, oui. Mais il ne finit pas non plus cette phrase. On interrogea les camarades d'Adrien, à part, dans le parloir, lunettes du confessionnal parlante sans confesseur. Les petits répondirent trop vite. Il était calme, il dormait près de la fenêtre, il ne se plaignait pas. Un plus grand admis, d'une voix sèche qu'Adrien, s'était levé 2 fois la nuit passée, pieds une pour le boire à la cruche. La cruche est restée pleine, dit le frère, qui avait vérifié. Un autre murmura avoir entendu, comme un frottement, quelque chose qui érafle le bois, puis un poids qui tombe sans casser. Personne n'avait crié, personne n'avait couru. Il y avait eu ce silence attaché à toutes les choses interdites. Le soir approcha plus vite que d'habitude. On ne sonna pas la récréation. On attendit que la nuit prenne place, comme si elle avait réservé. Le vice-directeur fit distribuer des chapelets. On pria en procession courte et nombreuse, qui crée plus de bruit que de sens. On ferma la vieille salle de musique avec une barre de fer, faute de clé dont on avait, prétendait-on, pas besoin. On évita la chapelle latérale où le plâtre tombe en lambeaux. On interdit enfin aux enfants d'aller aux latrines en groupe, ce qui revint à leur interdire d'y aller du tout. Ce fut à l'office du soir que le premier vrai tremblement passa dans la nef. Les bancs grinçaient, la fumée de l'encens roulait bas, la flamme des cierges bavait. Quelqu'un, parmi les petits, étouffa un sanglot.
On posa une main sur sa nuque, ça passa. Alors, du côté du transept, on entendit 3 coups très nets, espacés exactement, comme on frapperait une porte avec le plat de la main. Tout le monde se figea. L'abbé Delorme, qui officiait, leva les yeux, puis les baissa. « Kyrie eleison », dit-il, en ton plus haut. Les 3 coups revinrent, un peu plus sourds, comme au travers d'un mur. « Ce n'est rien, ce sont les gouttes », souffla un frère. Personne ne respira plus jusqu'à la fin du chant. Les enfants remontèrent au dortoir en ordre tardif, comme on remonte un escalier qui compte mal. On alluma 2 lanternes de plus. On fit la prière plus vite. On ordonna, pas un mot. Dans l'allée, on avait retiré le lit 17. On avait poussé les 2 suivants pour combler le trou, mais le plancher gardait, sous les draps tirés, la place exacte où les talons avaient dépassé. Un courant d'air s'y installa aussitôt, sans qu'on comprenne par quelle fenêtre. Claire, ce soir-là, fut envoyée au grenier pour rapporter 2 couvertures. On ne lui donnait jamais de raison, mais elle savait que l'humidité s'infiltrait plus fort dans le 3e. Elle monta, balai contre la hanche, chandelle dénudée qui dégoulinait sur ses doigts. Le grenier sentait la pomme sèche et la pierre humide. Les tuiles vibraient par à coups. Elle poussa la porte de la lingerie haute, mais le loquet résista. Un souffle glacé sortit par l'interstice. Sa flamme, d'une netteté d'aiguille, se coucha et se releva. Les couvertures se trouvaient là, empilées. Elle posa le balai, tira. Le loquet céda. Elle entra. Il n'y avait, en apparence, que des couvertures et des caisses. Mais Claire remarqua tout de suite une chose qui ne cadrait pas. Sur la poussière, le long de l'appui de fenêtre, des traces de doigts. Pas des empreintes pleines, non. Des traînées, comme si on avait tiré 2 paumes souillées de graisse ou d'huile, laissant des lignes pâles qui brillaient un peu dans la lueur. Elles allaient de la fenêtre jusqu'à un coffre, puis revenaient, puis disparaissaient au milieu du plancher, comme si la main avait fini par se lever. Elle serra la chandelle dans l'autre main. Les traînées, éclairées de près, n'étaient pas brunes comme de la cire ordinaire. Elles avaient ce reflet légèrement gris, livide, du suif écrasé sur la pierre froide. Elle prit 2 couvertures, les posa sur son avant-bras. En relevant la tête, elle vit, posés sur le coffre, 3 petits morceaux de tissu pliés, cousus grossièrement, triangulaires, comme des scapulaires mal faits. L'un était taché de la même graisse grise. Le second portait, cousu à point serré, un signe crochu qui ressemblait à ceux des paumes d'Adrien. Le 3e n'avait rien, sinon un fil tiré, et, au long du bord, de minuscules piqûres, comme si quelqu'un avait, avec une aiguille, percé un chemin. Claire n'y toucha pas. Elle remit sa chandelle plus droite, reprit son balai et sortit. Dans le couloir, la porte se referma derrière elle avec une douceur étonnée, sans bruit. Au dortoir, on avait éteint. La pluie continuait sa scie sur les tuiles. On n'entendait pas de chuchotement. C'était la marque la plus sûre de la peur. Puis il y eut, très bas, dans le noir, un frottement. Pas celui du tissu contre le drap, pas celui d'un pied contre la paillasse. Non, un frottement plus sec, plus ancien, comme on racle un cygne avec un clou. Les garçons se tinrent immobiles comme des pierres. Le préfet fit claquer sa règle contre la colonne et le frottement cessa net. 1 minute passa, puis 10. Le vent changea, l'odeur de tilleul pourri remonta des allées. En bas, dans l'infirmerie, le docteur avait posé 2 compresses sur les paumes d'Adrien, après les avoir lavées, sans succès. « Ça revient », dit-il, posant son mouchoir à plat. Sous la peau blême, le signe ressortait, pas comme un dessin,
mais comme un relief, une cicatrice qui n'aurait pas eu le temps de devenir cicatrice. Il a serré si fort que les empreintes ont marqué, hasarda un frère. Le docteur ne répondit pas. Il examina de nouveau les yeux, approcha la lanterne, nota que la cornée n'était pas laiteuse. C'était comme si la pupille avait perdu sa profondeur. Un verre sans fond. Il repoussa le drap sur le visage, fit un signe qui n'était ni religieux, ni médical, mais de ces gestes que font les hommes quand ils ont froid dans le dos. À la cuisine, la sœur Angèle récurait les casseroles, comme si le cuivre avait offensé Dieu lui-même. Claire déposa les couvertures, essuya ses mains sur son tablier. « On te renvoie chez ta tante, ce soir », dit la sœur sans la regarder. « Demain, on ne sait pas. » Claire hocha la tête. Elle n'osa pas dire qu'elle préférait rester. La cuisine était chaude, les bruits y avaient du sens. Dans le couloir qui y menait, au contraire, les pas faisaient des ronds comme des cailloux jetés dans le zoo. Vers la 9e heure, on reconduisit Claire au portail, par l'allée. La pluie avait cessé. La terre s'ouvrait en odeur tiède, et les lanternes dessinaient de petits halos qui n'allaient pas plus loin qu'un bras. En passant le long du mur nord, elle leva la tête par habitude. Là-haut, juste sous la gouttière qui mène du grenier au conduit, un filet sombre luisait encore. Suif ou eau. Elle ne resta pas pour vérifier. La sœur portière ferma derrière d'elle, et la nuit, dehors, était une autre nuit, plus large, mais pas plus simple. Dans le pensionnat, on cloua 2 planches sur la porte de la vieille salle de musique, pour le principe. On fit un tour de clé de plus à la sacristie. On laissa 2 frères en faction au bout du couloir du 3e. Les enfants dormiraient mieux si on leur laissait croire qu'on veille. On posa la lanterne sur un tabouret. Elle fumait un peu. Le couloir buvait la lumière. Avant minuit, pourtant, le frère de gauche s'assoupit la tête contre le mur. Celui de droite sentit ses yeux grattés, cligna trop longtemps, puis rouvrit les paupières sur une image qui ne se prit pas tout de suite. Au milieu du couloir, posé au sol bien à plat, se tenait un scapulaire triangulaire, cousu grossièrement, exactement semblable à ceux du grenier. Il jurait qu'il n'avait rien vu venir. Il se leva, sa chaise racla, et la lanterne sur le tabouret se mit à trembler très légèrement, comme si quelqu'un avait passé la main non loin, sans la toucher. Le frère fit 2 pas. Le scapulaire, à la lueur, laissa paraître une tache grise au coin. De la graisse. Encore. Le frère s'agenouilla. De tout le couloir, un souffle monta, de cave plus que de grenier, ni chaud, ni froid, un souffle d'endroit qui ne veut pas de présence. Il prit le scapulaire du bout des doigts. C'était lourd pour si peu d'étoffe. Quelque chose y était cousu à l'intérieur, dur, plat. Il pensa relique. Il pensa bout du drap. On cousait parfois des morceaux de tissu sain dans des sacs pour les processions. Il imagina une blague cruelle d'élève. Il glissa son ongle sous la couture, tira doucement. Le fil céda en un point, puis en 2. Une odeur d'étable froide, de peau mal lavée, remonta. Il ouvrit. Ce qu'il tomba, petit et sec, fit un bruit d'ongle sur la pierre. Une seconde plus tard, il comprit seulement. Il poussa un cri sans voix, qui n'alla nulle part et lui revint dans la bouche. Dans le scapulaire, cousu à l'intérieur de l'étoffe, il y avait une chose qui ressemblait à une paupière entière, retournée, avec encore, au bord, les minuscules points des cils arrachés. La lanterne, sur le tabouret, eut une langue noire, puis s'éteignit. Le couloir se referma sur une nuit qui ne ressemblait pas à la nuit de dehors, et le frère de droite, qui tenait encore du bout des doigts l'étoffe ouverte, sut, non par la raison,
mais par ce qui vous saisit la nuque, que le pensionnat n'avait pas seulement perdu un enfant au matin. Quelque chose, quelque part, avait été ajouté. Le lendemain de la mort d'Adrien, le pensionnat entier se leva avec une lenteur maladive, comme si chaque élève avait vieilli de 10 ans en une nuit. La pluie avait cessé, mais l'air restait poisseux, imprégné de suif et de poussière humide. Dans la cour, les pierres luisaient encore de reflets métalliques, et les tilleuls goûtaient sans fin. Les garçons marchaient en silence, serrés comme des ombres, craignant que le moindre mot ne les désigne aux forces invisibles qui rôdaient entre les murs. On ordonna un jeûne. Les repas furent réduits à du pain noir et de l'eau. L'abbé Delorme, plus sévère que jamais, imposa des prières collectives toutes les 2 heures. La discipline se resserra, mais plus elle se resserrait, plus la peur grandissait, comme une corde qu'on tire jusqu'à ce qu'elle casse. La sœur portière, en nettoyant les marches du réfectoire, trouva sous la pierre une petite pièce de cuivre gravée de signes étranges, identiques à ceux inscrits dans les paumes du défunt. On fit disparaître l'objet aussitôt, mais les rumeurs coururent plus vite que les prières. On disait que l'ombre blanche s'était promenée dans le couloir nord, qu'on l'avait vue passer, fine et pâle, derrière les vitres de la vieille salle de musique. La nuit suivante, le pensionnat connut sa 2e tragédie. Une élève, car on comptait quelques jeunes filles placées là pour bénéficier de l'enseignement strict des religieux, disparut sans bruit. Elle s'appelait Marguerite Duval, 14 ans, fille d'un notaire de Rouen. Elle occupait une petite chambre attenante au dortoir des plus jeunes. Au matin, sa couche était vide, son chapelet restait au chevet, et la fenêtre entr'ouverte, malgré les volets cloués. On lança des recherches dans la cour, le jardin, le potager, les caves. Rien, jusqu'à ce que 2 frères, guidés par une odeur lourde de pierre mouillée, ouvrent la porte du cloître abandonné, celui dont les statues de saints avaient perdu leur tête depuis des siècles. Au centre, gisant entre les débris de marbre, Marguerite était là. Sa robe blanche s'était accrochée aux bras brisés des statues, ses cheveux noirs s'étalaient comme des algues, et ses yeux, grands ouverts, reflétaient un ciel gris qui ne voyait plus rien. Autour d'elle, les fragments de statues formaient un cercle imparfait, comme si on les avait disposés exprès. Ses mains, elles aussi, portaient les marques grasses, mais cette fois, les signes formaient une suite, une phrase illisible, tracée d'un doigt sûr, Les religieux voulurent parler d'accident, d'une chute hasardeuse dans le cloître humide. Mais aucun enfant ne pouvait ignorer que Marguerite avait été choisie. On enferma les plus petits dans le réfectoire, sous la surveillance des sœurs, mais les plus grands, eux, murmuraient « L'ombre blanche l'a prise ». Le directeur, l'abbé Morel, descendit enfin de son appartement privé, visage émacié, yeux creux. Sa présence glaça les enfants. Sa réputation le précédait. Colère subite, punition exemplaire, coups de règle qui laissèrent des traces. Mais ce jour-là, il n'avait pas la colère d'un maître. Il avait la peur d'un homme qui sait ce que cachent les murs. Devant le corps de Marguerite, il fit un signe de croix rapide, puis ordonna qu'on ferme immédiatement la vieille chapelle, interdite d'accès depuis des années. Aucun élève ne doit approcher ce lieu, dit-il, la voix plus grave qu'à l'ordinaire. Les murs gardent des secrets qui ne vous concernent pas. Mais les secrets s'infiltraient partout. Dans le dortoir, certains garçons juraient avoir entendu, la nuit, le froissement d'une robe, le pas léger d'une fille qui traversait les rangées. D'autres disaient avoir vu une silhouette debout près du lit 17, immobile comme une statue,
qui disparaissait dès qu'on osait la fixer trop longtemps. Claire, la lingère, remarqua quant à elle des choses que personne ne voulait entendre. En lavant les draps du dortoir, elle découvrit sur 2 d'entre eux des traces grasses identiques aux marques des victimes. Pourtant, ces draps n'appartenaient ni à Adrien, ni à Marguerite. Ils venaient de lits encore occupés par des vivants. Elle n'osa rien dire. Elle plia les draps, les rangea et se signa 3 fois. La peur se mêlait à la superstition. Dans leurs cahiers, certains élèves griffonnaient des prières illisibles. D'autres dessinaient des symboles pour conjurer le mal. Et chaque soir, quand le silence retombait, on entendait, sous le plancher ou derrière les murs, un grattement régulier, comme si quelque chose écrivait de l'autre côté. Un soir, un élève de rhétorique, plus hardi que les autres, osa dire tout haut ce que tous pensaient bas. Ce ne sont pas des accidents. On nous sacrifie. Il reçut 10 coups de baguette sur les paumes, mais son regard resta sec, obstiné. Les plus jeunes l'admirèrent en silence. L'ombre blanche se fit plus présente. Plusieurs élèves affirmèrent l'avoir vue au bout du cloître, silhouette mince, robe flottante sans visage. Un frère la vit aussi, mais il s'étrangla dans son mensonge et se rétracta le lendemain, les yeux rougis, la bouche tremblante. Marguerite fut enterrée sans cérémonie, dans un carré discret du cimetière attenant. Aucun parent ne fut prévenu. L'abbé Morel avait décidé qu'il valait mieux invoquer une fièvre brutale que d'avouer la vérité. Mais la vérité se vengeait déjà. Chaque nuit, au dortoir des filles, on entendait des pas mouillés et le claquement d'une fenêtre qu'on n'avait pas ouverte. Et quand vint la 3e nuit après la mort de Marguerite, alors que les lanternes brûlaient bas dans les couloirs, un cri déchira le pensionnat. Long, aigu, inhumain. Tous se redressèrent, glacés. Ils venaient de la chapelle que l'abbé Morel avait fait fermer. Les frères se précipitèrent avec leurs clés. Mais la porte, pourtant verrouillée de 2 barres, oscillait lentement, comme si quelqu'un l'avait poussée de l'intérieur. Quand la barre glissa hors des anneaux, la porte de la chapelle n'ouvrit que d'un doigt. Un souffle de pierre mouillée passa entre les gonds, avec une odeur de cire rance et de linge enseveli. Les lanternes dressèrent des cercles hésitants sur les dalles. L'abbé Morel fit signe de ne pas parler. On entra. Le chœur semblait plus étroit qu'autrefois, comme si l'air s'y était épaissi. Les murs suintaient en ligne verticale, et, au pied de l'autel, la dalle centrale était plus sombre, saturée d'une graisse que la lumière faisait luire. Dans la poussière, à droite, on voyait naître des empreintes de pieds nus, petites, trop petites, qui se perdaient vers la sacristie. Dans la sacristie latérale, des surplis jaunis pendaient comme des épaves. Au fond, contre le mur nord, une porte basse était prise dans un vieux chaînage. Le fer noir, pourtant, paraissait fraîchement huilé. Le doigt de l'abbé revint luisant. « Personne n'entre ici, » dit-il. Le frère portier baissa les yeux. On remit les barres. On dispersa les élèves par classe. On ordonna de marcher tête baissée, de ne pas regarder les fenêtres. Les couloirs absorbèrent la consigne et la restituèrent en murmure. Crypte, escalier, conduit, en bas, toujours en bas. Le docteur revint au soir. Sa redingote séchait près du poêle de l'infirmerie, mais sa moustache gardait la vapeur de pluie. « Nous devons prévenir les familles, » dit-il. « Pas encore, » répondit l'abbé. Les mots sortis trop tôt ne reviennent pas. Le médecin serra la mâchoire. Un enfant pendu, une fille dans le cloître, une chapelle qui s'ouvre seule. Vous jouez avec du vide qui avale. Morel,
ferma les yeux une seconde. « Je sais ce que je fais. » Sa voix ne convainquit personne, pas même lui. Au réfectoire, on servit une soupe d'orge claire que personne ne voulut. 3 petits saignèrent du nez au même instant. 3 gouttes exactement tombèrent sur leur bénédicité. On épongea. Les taches revinrent. Le soir, la pluie se remit, plus fine, et les gouttières parlèrent comme des langues fatiguées. Dans la buanderie, Claire sentit un changement que les hommes ne sentent pas. L'eau avait pris une lenteur d'huile, la mousse glissait sans buller, et le savon grinçait sous ses doigts au lieu de fondre. Dans un baquet, quelque chose flottait entre 2 draps roulés, un petit paquet de toile cousue triangulaire, lourd pour sa taille. Elle le posa sur la table, coupa la couture au couteau à ficelle. À l'intérieur, il n'y avait ni relique ni image, mais un morceau de peau sèche, mince comme un pétale, bordé de points infimes. On aurait dit une paupière entière, cils arrachés net. L'odeur, faible, rappelait le suif froid. Claire recousit à la hâte et glissa le paquet dans une caisse, puis se signa sans bruit. L'eau autour du baquet restait immobile, comme si le temps y était plus dense. On bloqua les portes des dortoirs avec des chaises. 2 frères montèrent la garde. Ils tenaient leurs règles à 2 mains, comme des bâtons pour éloigner un chien invisible. La nuit posa sa main sur le toit. Vers minuit, le couloir eut un souffle. Les vitres vibrèrent sans cliqueter. Au dortoir, derrière la cloison, un grattement se remit. Pas un hasard, un rythme entêté, avec des pauses qui avaient l'air compté. Court, long, long, pause longue, puis 3 rapides. « Le bois qui travaille », dit quelqu'un. Le bois, ce soir-là, savait compter. Étienne, placé à l'extrémité, glissa hors du lit. Il posa le pied sur la pierre, comme on pose la main sur un front de fiévreux. Il colla l'oreille à la cloison. La cadence cessa, puis revint sous sa joue, plus proche, comme si on grattait par-dessus son propre souffle. Le plâtre bombé rendit sous la pression. Une bulle blanche se forma, se rompit, et une poussière fine descendit en voile. Au ras du sol, quelque chose affleurait. La pointe d'un scapulaire cousu, identique à ceux du grenier. Étienne tendit la main. La pointe recula d'1 millimètre, comme si on tirait depuis l'autre côté. Il retira ses doigts soudain brûlés, d'un froid sec, mordit sa lèvre pour ne pas crier, et recula jusqu'à son lit. Dans la chapelle, la barre tomba d'elle-même, une fois dans la nuit. La porte resta close. On cloua la barre. Le clou entra d'un seul coup dans le bois humide, sans résistance, comme si le bois attendait. Le lendemain, l'abbé Delorme convoqua les grands. Il parla de tentation, d'imagination déréglée, de faute. Il voulait donner aux peurs une forme qu'il connaissait. Sa voix s'érailla, s'éteignit. Il porta les doigts à sa gorge. Ils revinrent luisants d'une graisse inodore. On l'assit. Il tenta de dire « Oh !» Aucun son. Le docteur monta, insuffla un courage de façade, prit des ciseaux fins, coupa un fil durci qu'il trouva au palais. Sur la langue, nette, on voyait 3 petites entailles en angle. « Vous avez mis quelque chose en bouche ?» Delorme écrivit « Rien ». Ses yeux, eux, disaient qu'il y avait eu une main entre la sienne et sa nuit. Dans l'étude, pour remplir les mains, on ressortit un vieux plan. Un élève montra un trait pointillé. Un ancien bras d'eau passait sous le pensionnat et ressortait vers le verger. On rit de lui, puis on plia la carte. Resta l'idée d'un passage. Claire monta au grenier, chercher du fil. La lingerie haute était ouverte. La pièce semblait contenir une nuit plus lourde
que la nuit du couloir. La chandelle se coucha sans s'éteindre. Sur la table, les 3 scapulaires triangulaires avaient ne bougé. L'un avait tourné sa pointe vers la porte, le deuxième s'était déplacé de la largeur d'un doigt, le troisième n'était plus là. Une goutte tomba de la poutre sur la manche de Claire, laissant une tache pâle qui ne sécha pas. Elle recula prudemment, sans tourner le dos. Dans le couloir, elle croisa Étienne. Il n'avait pas dormi. « Venez, mademoiselle, dit-il bas. Il l'emmena jusqu'à la salle d'études. Sous la chaux qui s'écaillait, au ras d'une fenêtre, la lumière faisait sortir autre chose que de la brique. Un fragment de peinture apparaissait lorsqu'on rasait la paroi avec la flamme. Une procession pâle de silhouettes d'enfants, mains ouvertes, yeux cousus par un trait brun. Devant eux, un autel sombre identique à celui de la chapelle. La chaux reprit sa place. L'image rentra dans le mur. La nuit suivante, la petite cloche sonna 3 fois, à une heure qui n'existe pas, et ce toute. Le cordier jura que la corde était nouée et scellée. Son doigt, pourtant, revint luisant. Au dortoir des plus jeunes, un enfant se réveilla avec un goût de bougie plein la bouche. On lui lava la langue au vinaigre. Il vomit un fil gris. Dans les couloirs, au matin, des micro-rayures couvraient le plâtre comme une écriture rasée. Sur les vitres, à l'intérieur, on voyait des lignes grasses tracées au doigt. Sur les dalles, sous la poussière, des triangles minuscules avaient été piqués à l'épingle. On parla d'exorcisme. Morel refusa, puis accepta, puis refusa encore. Sa main laissa 5 ellipses mates dans la poussière de la rambarde. Le soir, il entra seul dans la chapelle. Il en ressortit plus petit. « Nous prierons, dit-il seulement. » Le réfectoire, ce soir-là, ressemblait à un dortoir d'hôpital. L'écuyer cognèrent à contretemps. Un courant d'air froid avançait à hauteur de genoux. On plaça 2 lanternes de plus dans le couloir nord. Elles fumèrent d'un même souffle et se mirent à goûter de la suie. À l'infirmerie, le drap d'Adrien durcissait aux pliures, comme si la graisse avait pris dans la trame. Le docteur, resté tard, observa la dalle sombre au pied de l'autel. Il y distingua, à présent net, un signe nouveau, tracé au suif avec une assurance de scribe. 3 angles reliés par une boucle. Dans la nuit qui suivit, tout se mit à écrire. Pas des mots, une volonté. On retrouvait au matin les mêmes courbes graisseuses sur les mêmes vitres, comme si des doigts de froid répétaient une leçon. Les tables avaient des entailles nouvelles, alignées aux anciennes. Les lits, aux pieds, portaient des marques que personne n'y avait gravées la veille. Et, sous la chaux qui se fendillait sur un pan de mur de la salle d'études, la peinture prit de l'avance. On distinguait maintenant, au-dessus des enfants, une main blanche qui ne tenait rien et tenait tout, paume ouverte, lignes effacées, peau sans veine. Le dernier office du jour eut lieu plus tôt. Au Kyrie, la porte basse de la sacristie grinça d'elle-même. Personne n'alla la fermer. Lorsque les voix s'éteignirent, on n'entendit plus que l'égout du toit. Morel, debout, posa sa main sur la barre de la chapelle comme sur un front de malade. « Si quelqu'un a quelque chose à dire, souffla-t-il, et il ne parlait pas aux enfants. La réponse vint par le mur. La chaux se fendit de la largeur d'une main, et dessous, non pas une pierre, mais un autre morceau de peinture, encore humide, apparut comme si on venait de le terminer. On y voyait l'autel, la même dalle noire, la même fenêtre, et, devant, une petite figure sans yeux dont les mains ouvertes portaient 3 signes tracés au suif. Le trait brillait comme si on l'avait posé dans l'heure. Oui,
Au matin, personne ne parla de la peinture, apparue sous la chaux. On marcha plus vite, on changea de couloir, on fit semblant de ne pas savoir où se trouvait le mur. Mais le pensionnat n'oubliait pas. Au moindre courant d'air, la poussière du plâtre se remettait à flotter, comme si le mur expirait tout seul. L'abbé Morel fit fermer la salle d'études et interdit qu'on s'y attarde. Il prétendit que le sel avait tiraillé la chaux à cause de l'humidité. Il ordonna une inspection générale des archives pour retrouver le plan d'origine des bâtiments. Il voulait habiller la peur de papier. On descendit à 2, puis à 3, sous la cuisine, escalier court, porte voûtée, odeur de cuir, de souris anciennes, de colle de poisson. Claire ouvrit une clé plate entre l'index et le pouce. Derrière, une pièce basse, traversée par une table où dormaient des registres trop grands pour des mains d'homme. La lumière de la lanterne rebondit sur des tranches-fils rongés, sur des titres en lettres brunes. Liber Domus Chronicon Inventarium Reliquiarum. Étienne resta debout, lampe au-dessus de l'épaule. Ses doigts noircis par la craie de la veille tremblaient à peine. Claire, elle, avait cette manière de tourner les pages avec le dos de l'ongle pour ne pas prendre la poussière dans la pulpe. Ils cherchèrent en des plans. Ils trouvèrent en autre chose. Un cahier sans couverture, ficelé en croix, page grossière, écriture sèche, très serrée. De Silentis. Étienne lut à mi-voix. On parlait de la Maison Blanche, nom ancien de la Canonia qui occupait le lieu avant la réforme des bâtiments. On y lisait des notes brèves datées de la fin du XVe siècle. Les enfants n'ont pas chanté ce soir. Les frères ont cousu le voile. On a graissé les paumes. Plus loin, 3 signes sur la graisse, toujours 3 angles et une boucle, sous l'œil de celui que nous ne nommons pas. Claire sentit son ventre devenir pierre. Elle tourna la page sans lever les yeux. Une miniature grossière représentait un autel bas, avec une dalle plus sombre devant. Sur la dalle, des paumes ouvertes brillantes. Au-dessus, une main blanche tracée à la chaux. Sous le dessin, Manus albe super pueros oculi servatis. Étienne buta. Servatis. Conservé? Gardé? Murmura Claire. Il ne répondit pas. Le chronicon, relié en peau de mouton avec un coin brûlé, donnait des lignes bien nettes pour l'année 1351. Annus Sixitatis. L'épuise donne peu. On a ouvert la veine d'eau sous le cœur. On a prié en silence. On a couvert les yeux. Un signe, aux marges, identique à ceux des paumes d'Adrien et de Marguerite, y était répété 3 fois. L'inventaire des reliques, daté de 1023, mentionnait sobrement Scapularia tria membra palpebrarum ad admonitionem silenti. Étienne releva la tête, la bouche entr'ouverte. Claire, qui savait lire sans le latin, sentit seulement qu'on venait de lui enlever une chaise sous les pieds. Elle referma l'inventaire, repoussa l'odeur de suif fossile qui s'en dégageait, et s'essuya les mains sur son tablier jusqu'à se faire mal. Ils portèrent les volumes au directeur. L'abbé Morel les prit sans un mot, pesa les pages d'une main qui n'était pas la sienne. Il eut, en les feuilletant, 2 sursauts minuscules, au mot palpebrarum, puis à la miniature de la main blanche. Ce sont des inventions de scrivains en mal d'encre, dit-il, trop vite. On consignait beaucoup de folie dans ces siècles-là. Le docteur, qui observait, posa son doigt sur l'expression « veine de zoo sous le cœur ». « Il y a donc un passage », dit-il. Morel répondit qu'il n'y avait que des fondations. Il avait déjà relevé la tête vers l'horloge. Il avait déjà peur, et sa peur ressemblait à un ordre. On envoyait les classes au jardin
pour décharger les couloirs. Dans la terre mouillée, on découvrait des triangles en creux, piqués du bout d'une branche ou d'une broche, puis eux aussi remplis d'une graisse qui n'avait rien à faire dehors. La sœur jardinière jurait qu'elle nettoyait le matin. À midi, les signes revenaient, comme si quelqu'un écrivait par-dessous, de l'autre côté de la terre. Le vent glissait à ras de la pelouse. Il sentait le linge humide et quelque chose d'inerte, comme une chandelle déjà éteinte. La nuit suivante, les pas reprirent dans le couloir nord. Pas nombreux, petits, réguliers, nus. Les frères en faction se relayèrent par 2, puis par 3. Au troisième relais, la lanterne de gauche eut une flamme dédoublée, puis une langue noire qui ne s'expliquait pas. Une coulée de suie dessina, sur la vitre, de l'intérieur, le même signe à 3 angles. On frotta jusqu'à trouer la peau du pouce. La vitre resta marquée. Le réfectoire ressemblait à une nef de bateau cochée au crayon. L'écuyer vibrait, l'eau grinçait contre l'intérieur des gobelets. 3 garçons, assis côte à côte, portèrent en même temps la main à la bouche et retirèrent d'entre leurs lèvres un fil gris, aussi fin qu'un cheveu, qui ne cassait pas. Le docteur, la main sûre pour des choses qui bougent, parvint à couper, puis à retirer le filament d'un geste, comme on retire une arête de poisson vive. Au bout, un minuscule nœud graisseux brillait une seconde, puis s'éteignit. Les enfants ne pleuraient pas. L'abbé Delorme, sans voix depuis sa crise, écrivait sur une ardoise ces consignes. Ne pas se regarder dans les vitres, ne pas se lever la nuit, ne rien ramasser. Il montrait la règle comme un bâton de pèlerin. Sa bouche à la commissure gardait une luisance sèche qui ne partait plus. Il dormait dans un fauteuil sans dormir. Claire, ce soir-là, monta seule au grenier pour recoudre 2 draps. Dans la lingerie haute, elle trouva la caisse où elle avait caché le scapulaire recousu. La caisse n'était plus sous la table, mais posée à même le plancher, carré, parfaitement aligné avec les lattes, comme si on l'y avait mesuré. Elle l'ouvrit. Les 3 scapulaires s'y trouvaient désormais, pas 2. L'un avec sa tache grise, l'autre portant le signe cousu, le troisième, neuf, sans couture visible. Elle n'osa pas les compter à voix haute. Un bruit à peine plus fort qu'un soupir, dans la poutre, lui fit lever la tête. De la poussière tomba, en filet droit, et dessina sur le couvercle de la caisse une boucle parfaite. Elle la balaya du dos de la main. La boucle revint. Le lendemain, on vida une partie de la chapelle pour inspecter le sol. On roule les bancs, on recule l'autel, on retire les tapis. Sous le tapis central, la dalle noire, plus épaisse, apparaissait comme une langue marquée par des dents. On tapa du poing. Le son remonta, sourd, avec une réponse plus froide que le reste. « Il y a une cavité », dit le docteur. Morel acquiesça sans regarder la dalle. « Nous ne sommes pas maçons. » Il voulait refermer. « Nous sommes dans une église, » dit le docteur. « Si quelque chose se passe dessous, ça remonte. » Il avait déjà posé le genou et sortait de sa poche un crochet. On attaqua la jointure d'un coin. La pierre, contre toute attente, céda sur un bord, d'une douceur de graisse ancienne. Une souffle humide passa, bas, presque sans odeur. On leva d'une paume la dalle comme on soulève un couvercle funéraire. Dessous, un vide latté de bois noir, sec et propre, avec, à 3 marches, une eau immobile qui brillait trop. Une veine, lente, pas un courant. Sur la marche, bête, 3 empreintes de petits pieds, fraîches, mais sèches, comme si la peau n'avait pas d'eau à rendre. Une corde pendait, noire, attachée à un piton rouillé qui n'avait pas de marque de main. Morel voulut refermer immédiatement. Le docteur retint la dalle. « Donnez-moi 1 minute, »
dit-il. On lui donna une seconde. Claire, restée juste derrière, tendit la lanterne au docteur. La flamme s'allongea, puis s'aplatit, sans s'éteindre, comme sous une respiration. À la surface de l'eau, quelque chose flottait, presque invisible. Un fil, un cheveu, un lambeau. Ce n'était rien, mais cela formait, en niant, la forme d'une paupière. La corde effleura l'eau sans y entrer. On remit la dalle en place avec une lenteur pressée. Le battement sourd fut plus sec, comme si un ventre vide avait été trop vite repu. Dans l'après-midi, les choses cessèrent un court moment, comme pour reprendre leur souffle. Puis elles revinrent avec méthode. Tous les miroirs du pensionnat, 3 en tout, petits, piqués, réservés aux jours de visite, se couvrirent d'un voile gras à l'intérieur, qui ne venait pas des mains. Les cadres laissèrent au mur l'empreinte d'un rectangle plus clair orné, au bas, d'une boucle. Au dortoir, les oreillers, retournés, présentèrent sur leurs plumes une empreinte de paume, comme si quelqu'un, la main graissée, avait voulu lisser le sommeil. Les regards évitaient. Les plus petits s'habituaient à regarder le sol en marchant. L'abbé Morel, comme un homme qui bâtit un barrage avec des chapelets, multiplia les prières et les interdits. Il fit venir un menuisier pour sceller la porte basse de la sacristie sous une planche qui, dès le lendemain, gonfla d'un nœud humide. Il fit brûler 3 cierges devant l'autel, et la cire, en coulant, dessina sur la dalle noire exactement les signes qu'il voulait effacer. Il fit porter les archives au grenier, loin de la chapelle. Les livres revinrent, le soir même, de leur propre poids, posés sur la table près de la cuisine. Là où la lampe fume toujours trop, on en rit sans rire. Étienne s'acharna sur le De Silentis. Il lut sur la dernière page une main différente de la main serrée du moine. Une écriture fine, presque moderne, ajoutée plus tard, peut-être au siècle dernier, au crayon qui ne brillait pas. Nous avons cousu les paupières pour un jour seulement, pour apprendre à ne pas voir. Mais ils ont compris autrement. Ils ont commencé à conserver ce qu'ils ôtaient, non pour se priver, mais pour s'armer. Il ne fallait pas garder. Il ne fallait pas graisser. C'est la graisse qui garde. La phrase se terminait dans une tache plus claire, qui n'était pas de l'encre. Dans la cuisine, Claire cessa de dire « bonjour » à la bouilloire. Elle surveillait l'eau avec l'attention de ceux qui attendent un signe, même s'il ne veut rien dire. Quand la vapeur monta, elle vit, sous la surface, des bulles se ranger en triangle, puis se défaire, puis revenir. Elle retira la casserole du feu, versant l'eau à côté, sur la pierre. Le triangle resta, imprimé sur le carrelage, sec alors que l'eau ruisselait autour. Elle passa le pied. Le triangle ne bougea pas. Elle posa dessus un torchon. Le torchon devint gras au centre, en cercle parfait. Le soir, on ferma les volets du dortoir avant l'heure. Le vent soulevait par moments une odeur étrange, non pas de bougies allumées, mais de bougies tenues longtemps dans une main, de cire imprégnée de peau. On somma les grands de se relayer pour calmer les petits. Étienne, assis au bout de la rangée, savait désormais que les grattements avaient une logique. On comptait jusqu'à 3, on faisait une pause, on recommençait, on ajoutait une boucle. Il n'osait pas compter en même temps, de peur d'accorder. L'abbé Delorme, contraint au silence par sa gorge, entra sans bruit au dortoir avec un bol de tisane pour un plus jeune. En levant le bol, sa manche remonta et laissa voir, au creux de son poignet, 3 petits traits blanchâtres en angle, cicatrices fraîchement closes. Son regard rencontra celui d'Étienne, mais au lieu de détourner, il haussa les sourcils comme un homme qui demande pardon pour une faute qui n'a pas de nom. Il repartit aussitôt,
le bol vide à la main. La nuit était plus lourde que la veille. Dans le couloir, la lanterne de garde s'éteignit sans fumée. Les frères restèrent, leurs règles levées, dans un noir qui n'était pas complet, parce qu'il y avait une lueur qui ne venait de nulle part, la pâleur d'une peau vue de trop près. Au-dessus de cette lueur, pas de visage. Une robe simple, sans plis, flottait comme un drap qu'on tient par les quatre coins. On n'entendit pas de pas. Seule la sensation d'un poids différent dans l'air. Une main posée à plat sur une table. Les frères firent, sans se concerter, le même geste. Ils ouvrirent les paumes, montrèrent qu'ils n'avaient rien. Le poids passa entre eux sans les toucher. Au petit jour, la planche neuve de la sacristie avait joué. Un interstice avait paru. Claire y glissa l'ongle, non pour entrer, mais pour toucher la limite. Le bois était gras au bord, comme si une main s'y était appuyée de l'autre côté. La peinture, sous la chaux de la salle d'études, avait encore avancé. On distinguait désormais, derrière la main blanche, comme un filet d'eau, une veine peinte qui sortait du cadre et descendait vers le bas du mur, au-delà du plâtre. On eût dit que l'image savait où allait l'eau sous la dalle. Le docteur, plus pâle que la veille, demanda qu'on appelle un prêtre d'ailleurs. Pas pour des mots, dit-il, pour autre chose. Morel, à ce moment-là, se trouvait déjà dans la chapelle, la main posée sur la dalle refermée. Il laissait sur la pierre 5 empreintes claires, exactes et sans tremblement, qui ne s'effaçaient pas quand il les frottait du poing. Dans le corridor nord, quelqu'un avait lavé la vitre 3 fois. Le cygne, à l'intérieur, revenait en séchant. Au grenier, la caisse n'était plus à sa place. Elle avait glissé d'un carreau, de son propre poids, et la boucle dessinée en poussière s'était alignée, précise, avec la rainure centrale du plancher. À travers la fente nouvelle, on voyait un filet sombre qui ne coulait pas, comme un ruban. Dans la salle des archives, le De Silenti était resté ouvert. Une main inconnue, d'encre plus pâle, avait ajouté sous la dernière ligne du chroniqueur « Ce qui est gardé passe, ce qui est vu saute, celui qui tient la paume ouvre la bouche des murs. » Et la poussière, sur la marge, avait pris la forme exacte d'une paupière déposée à plat, sans cils. Au dehors, la cloche, pas la grande, une petite cloche d'office, sonna une seule fois, à une heure qui n'existait pas. Et le son s'arrêta dans le mur, net, comme si quelqu'un l'avait pris avec la main. Le 5e jour, la pluie cessa, mais l'humidité resta dans les murs, comme une langue qui ne voulait plus rentrer. On avait tenté d'ouvrir les fenêtres pour chasser l'odeur, suif, linge rance, pierre mouillée, mais l'air dehors n'entrait pas. Il semblait refoulé par quelque chose de plus large que le pensionnat. L'abbé Morel, les traits tirés jusqu'à la corde, marcha tout le matin, règle sous la manche et frappa au hasard. Un cartable mal posé, un regard trop haut, une respiration trop bruyante. Il parlait de tentation, de faute, de silence. Plus il parlait, plus sa voix se cassait en morceaux qu'on ramassait à la pelle. À midi, on trouva le premier. Un petit, Victor, assis droit au bout de la table, tête basculée en arrière, bouche ouverte sur une langue grise, immobile. La soupe dans son bol avait pris une peau. Ses paumes, tournées vers le plafond, montraient 2 signes nets, tracés non à la graisse, mais avec quelque chose de plus sec, de plus mordant, qui pénétrait la peau. 3 angles reliés par une boucle. Il n'y eut pas de cri. Seulement une chaise qui racla si lentement que le bruit sembla durer 1 minute entière. On l'emporta à l'infirmerie sans le couvrir, par peur de laisser sur le drap une marque qui ne partirait pas. L'après-midi, pendant qu'on forçait la classe de seconde à réciter des psaumes, un grand de rhétorique, Jacques,
s'effondra dans la salle d'études. Il avait sur les lèvres un reste de cire, en cordelette, écrasé entre ses dents. Ses yeux n'étaient pas blanchis. Il regardait le plafond avec une fixité d'outil. Le docteur posa 2 doigts sous son cou. Il trouva un pouls qui n'appartenait plus à l'intérieur du corps. Autour du pupitre, sur le bois, on vit des entailles rayantes, alignées aux anciennes, en triangle. Le bois paraissait gras au toucher et sec à la vue. Au soir, un 3e, Louis, manqua à l'appel. On fouilla les latrines, le cloître, le grenier. Claire, qui avait appris à regarder où les hommes ne regardent pas, patte à la main sous la margelle du vieux puits maçonné du jardin. Le bout de ses doigts revint luisant, sans odeur. Elle appela, on apporta une lanterne. Au fond, pas d'eau, seulement un voile de suie collé aux pierres comme une paupière tirée sur un œil. Louis fut retrouvé plus tard, assis sur la première marche de la chapelle, tête entre les épaules, les mains ouvertes sur ses genoux. Les paumes ne portaient pas de signes. Les ongles, 9 petites entailles en angle, égales, sans sang. 3 en une journée. La maison prit un pli qu'elle n'avait jamais vu. Les corridors se firent plus courts, la cour plus loin, le dortoir plus haut. L'abbé Morel, pâle comme une hostie mal cuite, fit fermer le portail à double tour et ordonna une veillée de prière qui dura jusqu'à la brûlure de la gorge. Il parlait de démons, puis de fièvre, puis de contagion, puis de mauvais esprits attachés à une enfant, puis se reprenait, puis recommençait. Il fouilla les malles, renversa les lits, confisqua des chapelets, brisa un petit miroir d'une gifle qui lui coupa la paume. Son sang, en s'étalant, prit la forme d'une boucle. Claire se glissa dans la lingerie haute pour reprendre son souffle. La caisse n'y était plus. À sa place, posée bien droit sur la table, les 3 scapulaires triangulaires attendaient. L'un taché, l'autre marqué, le 3e neuf. Elle comprit que la caisse ne servait plus à rien. Ce qui voulait être vu se montrait. Elle posa la main à plat sur la table. Le bois était tiède. Elle retira la main et vit, au centre de la paume, une luisance qu'elle essuya contre son tablier sans que la peau devienne nette. Étienne apparut dans l'embrasure. Il avait dans les yeux cette fixité qu'ont les enfants quand ils rejouent, pour eux seuls, une scène qu'ils viennent de vivre. « J'ai relu », dit-il. Il parlait du De Silenti. Ils appelaient ça « l'ordre des paumes blanches ». Ils cousaient les paupières un jour, pas plus, pour apprendre le silence. Après, ils les rendaient. Et puis, ils ont gardé. Ils ont caché ce qu'ils ôtaient dans des scapulaires pour rappeler le silence quand on parlait trop. Claire secoua la tête sans la baisser. « Ce n'est pas nous qui parlons. »« Non, » dit Étienne, « c'est la maison. » Il lui montra du doigt la fente neuve apparue au bas du mur, là où la peinture grignotée par la chaux descendait, une veine peinte exactement à la place où la vraie veine d'eau coulait sous la dalle noire. Le dessin avait, depuis le matin, gagné la largeur d'un ongle. La nuit suivante, l'abbé Morel perdit la mesure. Il rassembla les grands dans la chapelle, les plaça à genoux sur la pierre, mains ouvertes, paumes tournées vers l'autel. Il parla d'obéissance, d'examen de conscience, de ferveur. Il parla jusqu'à se blesser la bouche. Quand il s'interrompit, c'était pour respirer comme un homme sous un poids. Celui qui a mis le suif sur les mains des petits viendra déposer son fardeau ici, dit-il en frappant la dalle. La flamme d'une bougie fit un pas de côté. Morel ne vit pas la pellicule grise qui venait de s'étendre à la base de l'autel, ni les empreintes minuscules, 3 et pas plus, qui s'alignaient sous son ombre. Juste avant l'aude, on le trouva pendu. Pas haut.
La corde tenait à un anneau de la tribune, et ses chaussures touchaient presque la dalle. Sa tête était inclinée vers la porte basse de la sacristie, celle qu'il avait fait sceller. Sa bouche était pleine, non de langue, mais d'un tissu triangulaire, noirci à la suie, cousu à gros points. Sur le scapulaire, cousu à l'intérieur, on trouva ce que Claire avait déjà vu et que les autres ne savaient pas nommer. Une paupière entière, sèche, bordée d'un ourlet de cils arrachés. Le médecin coupa, trop tard. L'abbé Delorme, muet, écrivit sur son ardoise. Il s'est puni lui-même. Étienne regarda la boucle de suif qui brillait sur la pierre, au-dessous des chaussures de Morel, et n'enleva pas son regard quand on couvrit le visage. Ce matin-là, l'air dans le pensionnat devint docte et sourd, comme dans un livre qui parle au lieu de laisser lire. Les plus petits marchaient les bras collés au corps, refusant d'ouvrir les mains. On nota des choses impossibles, une porte qui s'ouvrait vers l'intérieur quand on la poussait, un chapelet qui mesurait une perle de plus que la veille, un crucifix retourné sans qu'aucun clou n'ait quitté le bois. Dans la cuisine, la bouilloire chanta 3 fois sans bouillir. Dans la cour, le vent coucha l'herbe contre la terre en triangle régulier. On décida de faire venir un moine d'ailleurs. Le messager partit, revint, repartit, comme si la route entre le portail et la ville se rallongeait de son propre gré. Le docteur proposa de rouvrir la dalle pour vider la cavité, assécher, assainir. Si c'est de l'eau, on la détourne. Si c'est du mauvais air, on l'évente. Personne n'osa dire que ce n'était ni eau ni air. Pourtant, sous l'autel, on sentait en posant la main une tiédeur d'animal vivant. Claire pensa à fuir. Elle plia 2 chemises, prit un châle, glissa dans sa poche un couteau à ficelle. À la porte, la sœur portière lui posa la main sur l'épaule. « Tu reviens ce soir », dit-elle, sans question. Claire hocha la tête, sachant qu'elle mentait, et que le mensonge ne tiendrait pas. Elle fit 3 pas dehors. Le ciel avait la couleur d'une toile mouillée. De l'autre côté de l'allée, derrière la grille, l'air semblait plus large. Elle marcha encore, franchit la borne de pierre. À ce moment précis, pas avant, pas après, la petite cloche d'office sonna une fois. Claire s'arrêta net, comme si la corde s'était attachée à sa nuque. Elle pensa à sa tante, à la lessive, au chat, qui dort sur la caisse à couture. Elle pensa à la caisse absente. Elle revint. Elle n'avait pas choisi, on l'avait choisi. Le soir, les enfants parlèrent une langue qu'ils ne connaissaient pas. Pas tous, pas ensemble. Par fragments, entre 2 prières, au détour d'un souffle, dans le temps qu'il faut pour lever une cuillère. Des syllabes sans voyelles, des angles dans la bouche, des boucles avalées. Étienne, en comptant, reconnut la cadence des grattements. Il voulut boucher ses oreilles avec ses paumes. Il retira ses mains aussitôt. Elles étaient grasses, et pourtant, il n'avait touché rien. La peinture, sous la chaux, avait presque fini de descendre. On voyait maintenant, au bas du mur, l'autel peint, la dalle peinte, la veine peinte, la main blanche peinte, et devant, une petite silhouette sans yeux, paume ouverte, qui n'était ni un enfant, ni un saint, mais quelque chose qu'on reconnaît sans pouvoir le nommer. Chaque fois qu'on passait la lampe, un détail nouveau apparaissait. Une couture sur le bord d'un scapulaire, une goutte au coin d'une paupière, un triangle piqué dans la poussière. La nuit prit la maison entière, comme un bol. La chapelle sentait la corde, la graisse, un peu de sel, et ce froid particulier qui ne vient pas de l'hiver. On alluma tout ce qu'on avait de cierge. La cire coula en lettres qu'on ne lut pas. On rouvrit la dalle. Cette fois, elle se souleva comme un livre qui a été trop souvent lu. L'air dessous
n'était pas vicié. Il avait un goût de linge et d'huile. L'eau, s'il fallait encore l'appeler ainsi, brillait comme une peau lisse. À sa surface, quelque chose de plat, de léger, de vivant par inertie, flottait sans flotter, tournant très lentement, comme une parole qu'on n'arrive pas à dire. Sur la marche, on ne comptait plus 3 empreintes. On en comptait 6, puis 9, puis 12, comme si d'autres pieds avaient appris à descendre. On ordonna aux enfants de rester dans leur lit. Ils se levèrent en même temps. Pas par désobéissance, par obéissance à une consigne qui n'avait pas été donnée par un homme. Ils descendirent en file, silencieux, mains ouvertes, yeux bas. Dans le couloir, la lueur qui n'avait pas de source se posa sur leurs paumes et y resta. Étienne marchait en tête, sans trembler, avec cette gravité qu'ont les enfants qui se croient désignés. Claire ferma la marche. Elle n'aurait pas dû être là, mais elle était là. Dans sa poche, le petit couteau à ficelle pesait comme une pierre. Devant la chapelle, la file s'arrêta sans qu'on l'ait commandée. La porte n'était pas fermée. Elle s'ouvrit du côté où le bois a sa fibre douce. À l'intérieur, la dalle noire brillait d'un éclat mat, et la corde, raccourcie, pendait à hauteur de front, comme une ligne sur laquelle on écrit. L'abbé Delorme, muet, avait posé son ardoise contre un pilier. Dessus, on lisait « Ne pas répondre ». Il joignit les mains, les rouvrit, comme s'il n'avait plus d'autre langue que ses paumes. Alors, sans cri, sans chute, sans bruit de banc qu'on tire, les enfants entrèrent et prirent place autour de l'autel. Ils se mirent à genoux, poings sur les cuisses, paumes ouvertes. La veine d'eau, dessous, donna un son très bas, presque lointain, qui n'était pas un son, mais une impression de son, comme quand on pose l'oreille sur la table et qu'on entend la maison travailler. Le docteur, debout près de la barre, regarda Claire. Elle hocha imperceptiblement la tête, comme pour prendre un rythme qui n'appartenait à personne. La flamme d'un cierge s'allongea jusqu'à toucher la pierre, puis remonta, droite. La maison, enfin, fit ce que font les maisons quand elles ont accumulé trop de souffle. Elle inspira, et tout le monde attendit, mains ouvertes, que quelque chose traverse. La maison inspira. L'air entra par la porte de la chapelle, glissa sous les bancs, passa sur les tuiles, s'enfonça par la fente de la dalle comme on aspire une gorgée chaude. Les enfants, à genoux, paumes ouvertes, restèrent immobiles, regard baissé. Le docteur se tourna, très lentement, comme si chaque geste pesait un mot, vers Claire, qui se tenait en bout de rang. Il n'y avait rien à dire. Tout ce qui devait se dire était déjà dans l'air. Sous la pierre, la veine d'eau émit ce bruit sans son qui prend place dans les tempes. Les 3 empreintes de petits pieds, alignées la veille, s'étaient multipliées, pâles, sèches, sans poussière. Sur l'autel, la cire coula en une seule ligne qui ne goûtait pas. L'abbé Delorme, muet, serra si fort son chapelet que les grains dentelèrent sa paume. L'ombre blanche, au fond, n'avançait pas. Elle occupait. Pas de visage, pas de tête, seulement la tenue d'un corps qu'on devinait. Une robe trop simple, qui ne faisait aucun pli, et cette main sans veine, blanche jusqu'à la paume, tendue comme on tend un linge. Les lèvres des enfants bougeaient sans voix, articulant des angles et des boucles. Étienne, le premier, leva ses paumes dans la lumière qui n'avait pas de source. Il n'y avait rien dessus, mais Claire vit, sous la peau, le lustre d'une graisse qui n'existait pas encore. La dalle, très lentement, se mit à suinter, non de l'eau, mais de cette matière grise, lisse, qui avait marqué tant de vitres. La maison demandait des paumes ouvertes. Elle voulait les tenir pour apprendre aux bouches à se taire. Claire ne pensa pas à prier. Elle pensa au savon qui grinçait,
au suif qui prenait, à l'odeur de chandelle écrasée entre deux doigts. « C'est la graisse qui garde », avait-elle lu sur la page pâle du cahier. Garder, c'était retenir. Ce qui garde finit par fermer. Elle regarda la corde pendue, courte, l'anneau, l'ombre des bancs, l'autel trop bas. Elle pensa à ce qui défait, le feu. Elle recula sans bruit. Personne ne tourna la tête. Dans le couloir, l'air était plus lourd qu'une cave. À la cuisine, elle prit l'alcool camphré, le petit bidon d'essence pour les brûleurs, des torchons secs, un panier. Elle déchira 2 draps en bande, roula les extrémités, chercha la pierre à feu dans le tiroir où l'on garde les couteaux émoussés. Elle enfonça dans sa poche le petit couteau à ficelle. Elle prit aussi, presque sans s'en rendre compte, un scapulaire posé là. Lequel des 3, elle ne sut pas, qu'elle glissa contre son cœur. Quand elle remonta, l'odeur dans la nef avait changé. La même que dans la lingerie, lorsque la cire coule sur le lin. Une odeur propre et sale à la fois. Les enfants étaient restés à genoux. Leur respiration s'était accordée. Le docteur, debout, l'œil triste, avait posé la main sur l'épaule d'Étienne, sans le toucher vraiment. Delorme tenait sa règle comme une branche portée pour faire fuir un chien. La main blanche attendait. Claire se glissa derrière les colonnes, longea le cœur, posa son panier au pied d'un banc, noua à la hâte une première mèche avec un torchon et un peu d'essence. Dans la chapelle latérale, les tentures, séchées au poil l'hiver, pendaient lourdes. Elle les caressa du plat de la main. Elle prendrait. Elle n'alluma pas encore. D'abord, sortir des corps. Elle s'approcha d'Étienne. « Regarde-moi » murmura-t-elle. Il leva ses yeux sans bouger la tête. Ils étaient nets, mais comme lavés de trop près. « Debout » dit-elle très bas. Il ne bougea pas. Alors elle fit ce qui, depuis des jours, fonctionnait mieux que les ordres. Elle toucha la seule chose qui répondait. Elle posa 2 doigts sur sa paume ouverte et y laissa un peu de son propre gras. Étienne tressaillit, comme si un courant l'avait traversé, et se leva en vacillant. À sa suite, 2 autres suivirent le mouvement, non par choix, mais parce qu'une place s'était faite dans l'air, à hauteur de genoux ou passé. Le docteur comprit. Il prit 3 enfants par les épaules, doucement, les guida vers la sortie, les confia à la sœur portière, qui apparut, visage blanc, torchon sur la tête. « À la cuisine » souffla Claire. « Humidifiez des linges, bouchez-leur la bouche si la fumée vient. » La sœur acquiesça, disparut comme un morceau de pain dans une soupe épaisse. Dans la nef, la main blanche s'inclina d'1 degré. La dalle eut un frisson. Delorme fit un pas entre l'autel et les enfants, bras écartés, comme un homme qui s'est souvenu à tant qu'il avait un corps à donner, et qu'il n'en ferait rien d'autre. Il posa ses paumes sur la pierre. Quand il les releva, elles étaient nettes, mais quelque chose de lui était resté, parfait, dans la luisance. Il s'agenouilla sans bruit, inclina la tête. Une larme coula, pas de l'œil, mais du coin de la bouche. La larme avait un goût de cire. Claire alluma la première mèche. Le feu prit d'un coup sec, bleu au départ, puis jaune sale. Elle porta la flamme au bas de la tenture. La fibre hésita, se mordit, puis se donna tout entière. La chaleur bondit, dure. Un pan de fumée rase s'étira, d'abord droit, puis en plafond bas. Elle alluma la seconde mèche près de la porte de la sacristie. Le bois, imbibé malgré les jours de pluie, prit aussi, mais d'un feu plus lent, plus patient, qui ne crépite pas. La maison fit un bruit nouveau, pas de panique, de contrariété. Le docteur ramena 4 enfants de plus. Il revint, seul, pour Delorme, mais le prêtre, les mains ouvertes sur ses cuisses,
avait l'air d'un homme qui s'est déjà rendu à quelque chose de plus grand que sa peur. « Viens », signa le docteur des lèvres. Delorme ferma les yeux. Ses paumes se couvrirent, non de cygne, mais d'un mat qui ne brillait pas. La main blanche, alors, avança d'un pas sans jambes. La corde vibra, courte, mais ne bougea pas. La fumée descendait. Claire tira 2 bancs pour dégager un passage. Les flammes léchèrent la corniche, prirent dans les poussières grasses, coururent à nain sur la tranche des pierres, comme sur une mèche. Il ne s'agissait pas d'un feu de bois. C'était un feu de cuisine, un feu de graisse, un feu bas et obstiné qui colle au doigt. Elle sentit, dans sa poche, le scapulaire battre contre sa peau, comme une chose vivante qui demande. Elle le sortit. Le tissu était tiède, presque humide. Elle défit d'un coup de couteau la couture. À l'intérieur, une paupière sèche, fine, bordée de cils courts, reposée, propre et intolérable. Elle la posa sur la dalle, à l'endroit où la pierre suintait le plus. Elle alluma la paupière comme on allume un bout de mèche. Elle prit. La flamme fut nette, sans fumée, et l'odeur, atrocement familière, remplit la chapelle d'un souvenir de cuisine pauvre. La main blanche, pour la première fois, se coupa de sa surface, une ombre sur une ombre. La peinture de la salle d'étude, bien que personne n'y fût, continua de descendre. Elle atteignit le sol, puis, sous le plâtre qui se fendait, se prolongea sur les dalles, peignant sans pinceau une veine qui allait, par en dessous, rejoindre la vraie. Dans la lingerie haute, les 3 scapulaires se mirent à fumeler d'eux-mêmes. Au grenier, un filet sombre courut dans la rainure centrale, puis s'enflamma, posé comme une ligne d'écriture qu'on lirait à l'envers. Dans la cuisine, la bouilloire chanta sans feu. La nef était chaude comme une bouche. Le docteur, haletant, revint pour Étienne qu'il croyait perdu. Le garçon se tenait debout, bras le long du corps, les paumes fermées. « Ouvre », dit Claire. Étienne serra plus fort. Elle posa sa main sur sa nuque, trouva sous la peau ce fil de froid sec qui, ces derniers jours, avait tout traversé. Elle souffla, non de sa bouche, mais de ce point profond où l'on garde ce qu'on ne dit pas. Étienne ouvrit. Ses paumes étaient propres. Elle l'entraîna, le poussa dans le couloir où 2 autres, déjà, attendaient, yeux luisants, lèvres pâles. Par ici, bas, essuie ta bouche. Ils passèrent. La main blanche se dressa. La corde descendit d'un demi-doigt. Delorme fit un signe qu'il n'avait plus appris. Il posa sa paume sur sa gorge, comme pour remettre une voix où il n'y en avait plus. Il sourit, très peu. La fumée le prit. Sa silhouette devint du charbon pâle. Quelque chose bascula, pas dans la chapelle, mais dans la maison entière. La veine, sous la dalle, s'enflamma sans flamme. Une clarté mate sortit des interstices, et l'eau, si c'était de l'eau, brûla comme brûle la paraffine, sans bruit. Le son dans les tempes cessa, net. Claire savait ce qu'il restait à faire. Elle alluma dans le couloir nord la vieille salle de musique par le bas des lambris. Au grenier, elle jeta une mèche sous la caisse qui avait glissé toute seule. Dans la lingerie, elle coucha une bande imbibée le long de la poutre qui suintait. À chaque fois, le feu prit sans demander. Elle ne regarda pas derrière elle. Elle descendit en courant, le panier contre les côtes, la gorge pleine de ce goût de suif chaud. Dans l'escalier, elle croisa la sœur portière qui menait dehors un chapelet d'enfant, torchon mouillé sur la bouche, main serrée sur le tissu, comme sur un secret. « Encore 6, dit Claire. Le docteur, là-bas. On n'avait pas de mots pour le reste. Dans la cour, l'air avait cette netteté des matins d'hiver, même si ce n'était pas l'hiver. Les tilleuls s'inclinèrent d'1 degré,
comme si une lourdeur était sortie des murs pour se répartir dans le jardin. On posa les enfants sur l'herbe humide, on passa de l'eau sur leurs tempes, on récita sans bruit, on compta jusqu'à 3, on fit une boucle. Le portail resta fermé. Personne ne pensa à l'ouvrir. De l'intérieur, un grondement sourd, irrégulier, monta, avec par moments un souffle plus clair, comme si une grande poitrine s'était décidée à rendre ce qu'elle avait pris. Claire retourna dans la chapelle. Le docteur était à genoux, non pour prier, mais parce que l'air plus bas portait mieux. La main blanche ne bougeait plus. Elle tenait la lumière comme une vitre tient la pluie. La dalle, craquelée, laissait passer, par endroits, des filets de clarté qui n'étaient ni feu ni eux. Delorme s'était affaissé contre un pilier. Son chapelet avait fondu en caillots bruns. « Partez », dit le docteur, et sa voix sonna juste, comme ces cordes bien tendues qui ne cassent pas. Maintenant, ils sortirent en tirant 2 enfants qui n'avaient pas fini de se lever. Dans le couloir, la chaleur était plus basse qu'au cœur, plus haute qu'aux genoux, une chaleur qui choisit son endroit. La vieille vitre du nord, lavée 20 fois, éclata sans bruit. À l'intérieur du bris, sur les éclats, le signe à 3 angles se répéta par centaines, minuscules, qui tournèrent un instant, puis s'éteignirent. Le plafond, au-dessus de la salle d'études, s'ouvrit comme un livre qui cède à la reliure. La peinture, en dessous, acheva son propre feu. La main blanche peinte se mit à peler, révélant derrière elle un vide aussi net qu'une bouche. L'air qui sortit avait l'odeur exacte des box à chandelle. Dehors, la pluie recommença, très fine d'abord, puis épaisse, puis fine encore. Elle ne touchait pas la façade. Elle courait le long comme sur une vitre chaude. La flamme prit le toit, le long de la gouttière, comme une écriture d'écolier pressé. Dans la chapelle, l'autel s'éclaira de dessous. Les cierges fondirent d'un seul côté, comme si quelqu'un les avait inclinés. La corde brûla sans tomber, et la main, au centre, resta blanche. Les enfants, dans la cour, ne pleuraient pas. Ils regardaient la façade sans la voir, la bouche entr'ouverte pour prendre un peu d'air. Étienne tremblait des mains, pas du corps. Claire posa sa paume sur les siennes. Il tressaillit, laissa retomber les doigts. « C'est fini » demanda-t-il, mais ses lèvres ne bougèrent pas. Elle regarda la maison. Elle savait que non. Mais quelque chose, malgré tout, venait de se rompre, le lien exact par lequel la Grèce gardait. La bouche des murs se refermant d'un côté pour s'ouvrir de l'autre. Le toit s'effondra à la chapelle. Une langue de feu sortit par le clocheton, puis rentra, comme si elle avait senti la pluie. Dans ce mouvement, Claire la vit. Pas à la fenêtre, pas au portail, pas dans la fumée. Debout dans l'ouverture où avait été la porte, à l'endroit exact où la dalle avait suinté, une figure mince, ni grande ni petite, sans visage et pourtant regardant, sans pied et pourtant posée, restait immobile, prise dans une flamme qui ne faisait pas d'ombre sur elle. La main ouverte, paume blanche, tendue comme pour demander, mais il n'y avait rien à demander. La flamme la recouvrait sans la déformer. Elle ne brûlait pas. Elle voyait. Claire ne cria pas. Elle ferma les yeux une seconde et les rouvrit. La figure n'avait pas avancé. Elle avait simplement cessé d'être dedans. La pluie, à cet endroit-là, ne tombait pas. Elle fit 2 pas. Le docteur lui prit le bras. « Laissez », dit-il d'une voix qui valait pour les deux. Elle laissa. Étienne, à côté d'elle, avait baissé la tête. Sur sa paume, lisse et propre, une lueur, pas une tache, pas un signe, persista le temps d'un battement, puis s'éteignit. La nuit se prolongea alors que le jour avançait. Les flammes mangèrent ce qu'elles avaient à manger.
Elles prirent dans les poutres, dans les planchers, dans les archives qui avaient appris à revenir toutes seules. La salle de musique, qui n'avait pas servi depuis des années, chanta une dernière fois sans note. La lingerie haute s'écroula sur elle-même avec un bruit mou, comme un édredon que l'on laisse tomber. Les fenêtres se brisèrent en dedans, non vers la cour. L'odeur, dans le jardin, resta sur les vêtements, dans les cheveux, sous les ongles. Elle ne partirait pas. Quand tout ne fut plus que charbon, un vent frais s'engouffra qui n'appartenait ni à la saison ni à l'heure. Le portail put s'ouvrir. On appela, à voix basse, des gens de la ville, qui vinrent en marchant vite, puis lentement. On compta, on recompta, on écrivit des noms, on entoura de couvertures, on fit boire de l'eau, on regarda le ciel en pensant qu'on regardait autre chose. Le docteur posa sa main sur l'épaule de Claire. « Vous avez fait ce qu'il fallait, dit-il. » Elle ne répondit pas. Elle chercha, sous les cendres, avec son regard seulement, la dalle noire, l'autel bas, la corde. Elle savait que tout cela existait encore, sous une autre forme. Au matin, la fumée monta en ligne droite, fine, qui se perdait dans un ciel encore gris. Les stilleuls goûtaient une eau noire. Le cloître abandonné exhalait une odeur de pierre, lavée trop vite. Un frère à genoux ramassa, dans la boue, un triangle tracé d'un doigt qui s'effaça quand il le prit. Les enfants dormaient, assis, contre le mur du jardin, les têtes l'une sur l'autre, comme si la peur, enfin, leur avait donné le droit au sommeil. Étienne ouvrit les yeux. « On va où ?» demanda-t-il. « Chez les vivants », répondit le docteur sans ironie. Claire, debout, regarda encore une fois la ruine. Au milieu des poutres, un pan de mur tenait, assez haut pour garder un coin d'ombre. Dans cette ombre, elle crut, un instant, voir se dessiner une boucle, très nette, très simple, qui ne ressemblait à rien d'autre qu'à une boucle. Puis le soleil, timide, passa, et tout devint plat. Elle glissa la main dans sa poche. Le scapulaire n'y était plus. Sa paume, à elle, resta lisse, mais tiède, comme si quelqu'un y avait posé 2 doigts. Les cloches de Rouen sonnèrent une heure vraiment existante. La sœur portière serra l'écharpe autour de son cou. Les hommes de la ville parlaient déjà de plancher, vermoulus, d'inattention, de malchance, de la main de Dieu. Le docteur ne discuta pas. Il se contenta de dire les noms, un à un, sans en oublier aucun. Delorme n'était pas sur la liste. Il avait été là où il devait être quand la maison avait demandé. Claire tourna le dos à la façade. Elle marcha jusqu'à l'allée, posa la main sur la pierre moussue où les enfants s'asseyaient pour l'attente des parents les jours de visite. Sa main laissa une trace sèche, presque invisible, qui s'effaça quand elle la retira. Elle s'essuya sur son tablier, par habitude. Étienne s'était levé. Il la suivit, sans poser de questions. À la grille, ils s'arrêtèrent. De l'autre côté, l'air était large, mais pas plus simple. Elle passa la première. Il vint ensuite. Ils ne se retournèrent pas. La figure dans le feu n'était plus dans le feu. Elle n'était nulle part où l'on pouvait la désigner. La maison, ce qu'il en restait, cessa enfin de respirer. La cour retrouva son silence ordinaire, ce silence d'avant l'aube où naissent les corvées. Sur la terre humide, au pied du mur nord, 3 petites empreintes se dessinèrent, très nettes, très fraîches, sans eau, qui ne menaient nulle part, et s'effacèrent quand le soleil, une fois pour toutes, franchit le bord du toit effondré.